Comment les captifs africains ont-ils résisté durant les traversées atlantiques? A-t-on des témoignages de victoire? Quel rôle a joué le royaume du Dahomey dans l'esclavage? On découvre les événements oubliés de l'enlèvement et de la déportation des Africains aux Amériques. L'histoire qu'on nous raconte sur le combat contre l'esclavage veut tellement concentrer notre attention sur les Européens dits abolitionnistes qu'il est beaucoup plus compliqué de trouver des documents et des recherches sur la résistance des Africains. Pourtant, il en existe, et c'est grâce à Safia de Grandeur Noire que j'ai découvert le répertoire des expéditions négrières françaises du XVIIIe siècle. Cet ouvrage est le résultat du travail colossal de Jean Métas, qui a recensé les plus de 3000 expéditions françaises dans le cadre de la traite transatlantique au XVIIIe siècle. Métas a notamment listé les navires, les dates, les itinéraires et, ce qui nous intéresse le plus pour cette vidéo, le nombre d'Africains qui ont perdu la vie durant la traversée transatlantique et les événements qui se sont déroulés lors de l'expédition. Cet ouvrage nous offre le témoignage des multiples révoltes ou tentatives de révolte des Africains. Le premier tome est disponible gratuitement sur le site Percé et à sa lecture, on comprend bien que les nombreux décès des Africains durant la traversée est justifié soit par les maladies, soit par les actes de révolte qui sont monnaie courante. En plus de ces données chiffrées, Métas a retranscrit les récits des membres de l'équipage. Je te propose d'en découvrir ensemble, tu verras, ils sont très édifiants. Le 15 février, à 5 lieues de Sao Tomé, une révolte éclate. Ils aperçurent leur noir qui fonçait vers les gens de l'équipage. Ce que voyant le dit Cavaro fit prendre les armes pour opposer cette révolte et furent tués en cette occasion le nombre de 14. Les révoltes tuent 3 marins dont le capitaine qui fut brûlé. On rangea les dits noirs en sorte qu'ils ne purent désormais faire aucun bruit. Au Sénégal, les officiers du comptoir donnent les noirs. Le 19 juillet 1715, à 10 h du matin, lorsqu'on donnait à dîner aux nègres, ils se seraient tous soulevés et formé une révolte. Le capitaine est estropié de la main droite, déclare le chirurgien-major. Dans cette fâcheuse occasion, il a été tué plusieurs de ces noirs au nombre de 20. Au Cap, le navire arriverait avec 500 noirs, 230 hommes, 170 femmes, 100 garçons. Il en vendrait 430 parce que 130 sont morts pendant la traversée. Le navire a éprouvé une révolte le 14 novembre dernier. Il y a eu 14 noirs tués ou noyés et 30 blessés. Un marin est embarqué à Gorée le 8 mai 1771, un autre en Gambie le 19 juillet, qui sera tué dans une révolte faite à bord par les nègres le 30 décembre 1771. Épée le 24 décembre 1740. Hier soir, sur les 9h30, nous eûmes un bruit parmi nos nègres dedans notre entre-deux-ponts. Nous trouvâmes 2 nègres qui étaient enfergés ensemble, qui s'étaient déférés pour se tirer de l'esclavitude et ne se trouvaient pas contents de se tirer eux-mêmes, ils voulaient suborner les autres, dont il pouvait y en avoir environ 60 hommes et autant de femmes, ceux que nous avons évités, Dieu merci, par le bruit que nous avons entendu. Après quoi, l'ordre du sieur Laralde, nous les avons fait cramponner sur le pont du navire jusqu'à ce matin, que nous les avons tirés pour les faire châtier à coups de fouet, après quoi nous les avons enfergés chacun en leur particulier. Je t'avais déjà parlé dans la vidéo sur l'abolition de l'esclavage de l'importance qu'on donne aux images, qui pourtant n'ont pour certaines aucune valeur historique. Et justement, concernant la traversée, on a plusieurs représentations, notamment celle-ci qui revient très souvent. Je l'ai même vue sur le site internet Maxicours qui se proclame la meilleure solution du soutien scolaire. Alors qu'on sait très bien que les captifs étaient entassés dans les cales de bateaux et certainement pas sur le pont où ils pouvaient sauter par-dessus bord à n'importe quel moment. Le suicide a fait partie des actes de résistance des Africains et c'était la hantise des esclavagistes. Procès verbal du 11 mars 1741. Vers les 7h30 du soir, comme nous allions dire la prière, il nous est arrivé un accident de 4 femmes ou négresses qui se sont jetées à la mer de sur les lieux où elles avaient coutume d'aller et où les femmes vont ordinairement, qui sont situés à bâbord. Et dans l'instant ayant été sur les lieux, nous avons fait retirer 2 ou 3 autres qui voulaient se jeter aussi. Nous ne savons ni n'avons pu savoir la raison pourquoi.
Je pense qu'on peut avoir une petite idée. Aussitôt après, nous avons amené nos voiles et mis de côté en travers pour voir si nous aurions connaissance d'icelles sur l'eau afin de pouvoir les sauver, mais nous n'avons rien vu ni entendu, et comme la nuit est extrêmement noire, nous avons cru qu'il serait inutile de mettre une chaloupe à la mer, ayant même une partie de nos équipages malades et craignant quelques révoltes de la part de nos nègres après que la chaloupe aurait été dehors, comme nous avons été menacés déjà plusieurs fois. Le registre des expéditions donne également le témoignage précieux de la résistance des Africains libres qui sont venus en aide aux captifs. Je vais te lire 2 d'entre eux, et avant ça, si ce n'est pas déjà fait, mets un j'aime, abonne-toi, active la cloche. Merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail en commentant la vidéo et en laissant défiler une pub. À Gorée, le navire attend l'entreprise. À Skasséry, le 27 septembre 1769, révolte, une partie de l'équipage étant à terre. 3 membres de l'équipage sont blessés, se jetèrent dans la mer et s'y noyèrent. 2 autres se cachèrent sur les cages à poules où ils restèrent jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, le capitaine Carré et le navire l'Africain, capitaine Michon, viennent au secours. Mais les nègres de terre, voyant la révolte, s'embarquèrent en grand nombre dans les pirogues, se rendirent à bord, enlevèrent tous les Noirs et les conduisirent à terre et les firent cacher dans les bois. Non contents de l'enlèvement des Noirs captifs qui étaient à bord, ils pillèrent les marchandises de la cargaison. 45 Noirs ont fui, 2 femmes et 1 garçon sont rattrapés. À Dimby, nouvel incident le 27 avril 1770. Le roi de Dimby monte à bord du navire avec une suite de 16 Noirs et 1 blanc anglais de nation, sous prétexte de 2 captifs. Il est reçu sur la foi de l'anglais qui l'accompagnait, et le capitaine leur donne à déjeuner, mais le roi et sa suite se jetèrent sur le capitaine et sur l'équipage. 5 marins sont tués, 3 réussissent à s'enfuir dans une pirogue avec 2 captifs qui s'y trouvaient. Ils se cachent 3 jours dans les bois. Par un bâtiment anglais, ils rejoignirent sans les captifs la Sierra Leone et l'entreprise. 22 Noirs ont fui. Je n'ai pas trouvé où se situaient exactement les lieux appelés Skasséry et Damby, mais en vue de l'itinéraire des navires concernés, ils étaient localisés entre le Sénégal et la Guinée. Le 5 janvier 1728, faisant leur traite à Grégoire, province du dit Juda où les autres vaisseaux y faisaient leur traite, l'armée de Dahomey étant entrée subtilement, ils auraient investi la maison où était établi le magasin dudit navire le Charlemagne, et après s'être saisis des gens de l'équipage qui étaient en Isluis, ce Jean Dahomey aurait ouvert et défoncé par violence toutes les portes du magasin et aurait pris et pillé toutes les marchandises qui se seraient trouvées appartenant tant à la cargaison qu'à plusieurs particuliers et officiers de l'équipage. Un Noir fuit. Il laissa échapper un nègre qui se sauva dans le canot. C'est très intéressant de connaître cet extrait parce que le royaume du Dahomey est souvent présenté comme la nation africaine ayant collaboré activement dans la traite occidentalo-chrétienne. On peut ainsi lire sur Wikipédia que le royaume de Dahomey fonde sa prospérité du XVIIe à la première moitié du XIXe siècle sur le commerce des esclaves. Vers 1750, le roi Tekbessou vend ainsi chaque année plus de 9000 esclaves aux négriers. On estime que ces revenus sont 4 à 5 fois plus élevés que ceux des plus riches propriétaires terriens d'Angleterre. C'est marrant, parce qu'on rabâche que les Européens avaient acheté des captifs juste en échange de tissus, de miroirs, d'alcool ou d'armes. Et là, on nous dit que les vendeurs africains étaient 5 fois plus riches que les plus riches propriétaires européens. Bref, la source citée pour justifier cette affirmation est un article qui porte le titre intéressant « La colonisation est-elle responsable des malheurs de l'Afrique ?» L'intégralité de l'article est réservée aux abonnés, mais on comprend vite la vision choisie en lisant le début et le premier paragraphe intitulé « Les origines lointaines des fragilités africaines ». Donc si l'économie du Dahomey était fondée sur l'esclavage, je me demande bien pourquoi son armée a été envoyée pour détruire les marchandises destinées aux équipages des bateaux qui achètent les captifs. Rien que pour ce premier tome, j'ai compté 6 autres sabotages similaires organisés par les Africains du Dahomey. Je tenais quand même à te lire un autre qui est, je trouve, assez hallucinant. Le 6 ou le 7 décembre 1730, le magasin est incendié par les nègres. 2 jours avant, un nègre de Dahomey avait voulu frapper le chirurgien. Ce nègre ayant été empêché par les autres de se satisfaire,
il aurait menacé de se venger par le feu. Les nègres sont en cet endroit les plus insolents et ont de détestables inclinations à faire tout le mal qui leur est possible aux Blancs. Les personnes qui parlent sont des esclavagistes qui capturent, déportent, torturent, tuent et mettent en esclavage des Noirs. Là, il faut quand même évaluer le degré psychiatrique de mauvaise foi. Franchement, plus rien ne m'étonne. Pour finir avec le royaume du Dahomey et son prétendu système esclavagiste féroce, je te lis le témoignage direct d'un souverain dahoméen qui s'adresse à un colon anglais. L'auteur qui a retranscrit ces mots n'a malheureusement pas donné son nom, mais d'après les dates indiquées, il devait être au pouvoir à la fin du XVIIIe siècle. Ceux de vos compatriotes qui prétendent que nous faisons la guerre pour fournir d'esclaves aux vaisseaux se trompent grossièrement. Je jure au nom de mes ancêtres et au mien que jamais un Dahoman ne s'est engagé dans des expéditions guerrières pour se procurer de quoi acheter de vos marchandises. Moi-même, qui n'occupe le trône que depuis peu de temps, j'ai tué des milliers d'hommes sans avoir jamais conçu l'idée de les exposer en vente, et assurément j'en tuerai bien des milliers encore. Lorsque la justice et la politique exigent qu'on fasse périr les hommes, il n'y a ni soie, ni corail, ni eau-de-vie qui puisse tenir lieu du sang à répandre pour l'exemple. Ne m'avez-vous pas vu accomplir la cérémonie annuelle d'usage en l'honneur de Webaga, le troisième roi du Dahomey? N'avez-vous pas observé que je portais un arc et un carquois remplis de flèches en mémoire de la coutume de nos ancêtres? Webaga vendait-il des esclaves? Non. Il les a toujours fait périr sans en exempter un seul. Et qu'aurait-il pu en faire? Les laisser subsister pour qu'ils égorgeassent ses sujets? C'eût été là une misérable politique assurément. S'il l'eût adopté, le nom des Dahomans serait effacé de la mémoire des hommes, au lieu d'être, comme il est, devenu le terreur des autres nations. Ce qui me fâche surtout, c'est que quelques-uns d'entre vous ont écrit malicieusement dans les livres qui ne meurent jamais que nous vendons nos femmes et nos enfants pour nous procurer de l'eau de vie. Nous sommes indignement calomniés, et j'espère que sur ma parole, vous contredirez les contes scandaleux qu'on a faits sur nous et vous apprendrez à la postérité que ces imputations sont fausses. Nous vendons aux Blancs, il est vrai, une partie de nos prisonniers et nous en avons le droit. Les prisonniers n'appartiennent-ils pas à ceux qui les ont faits? Doit-on nous blâmer si nous envoyons les malfaiteurs dans des pays éloignés? On m'a dit que vous en faisiez de même. Parmi tous les actes de résistance retranscrits par Métas, nous avons des témoignages que des Africains ont réussi à renverser l'équipage et maîtriser le bateau, notamment en 1774. Au départ de l'île du Prince, une femme est évadée, une autre est vendue. Arrivé à Corisco, il a encore 244 Noirs. Une révolte éclate qui sera victorieuse. Tous les 10 Noirs étant au fer et les parcs très bien fermés. Environ les 11h30 du soir, 3 Noirs surgissent armés d'une manche de hache et de bûches. L'équipage blesse les 10 Noirs qui se jetèrent à la mer, mais les Noirs abattent les cloisons, arrachent des barres de fer sur les caillebots, prennent les outils du charpentier, plus 3 fusils restants de la traite et un baril de poudre. L'équipage fait feu sans pouvoir les réduire. Le capitaine fait appareiller, et au moment où 2 navires sont en vue, les Noirs se rendent maîtres du gouvernail. L'équipage abandonne le navire, ne peut rejoindre les 2 bateaux et rejoint la côte. Le 17 septembre, 14 membres de l'équipage abordent près de la rivière de Saint-Benito, où les nègres de cette côte les firent captifs après les avoir dépouillés de leurs vêtements. D'autres récits de révoltes victorieuses sur les bateaux ont subsisté jusqu'à nos jours, malgré le peu de documents accessibles sur le sujet. Nous avons par exemple la révolte du navire Little George en 1730. Enchaînés et enfermés dans les terribles conditions que nous connaissons, des Africains réussissent toutefois à se libérer 5 jours après le départ de la côte guinéenne. Pendant que certains aident le reste des captifs à retirer leurs chaînes, d'autres réussissent à accéder au pont. Ils s'emparent d'armes, tuent les veilleurs qui tentent de donner l'alerte et enferment une partie de l'équipage, dont le capitaine. Un groupe réussit à faire une bombe en pressant de la poudre à canon dans une bouteille, capable de détruire le bateau et de le faire couler. Face à cette menace, le reste de l'équipage se rend.
Les Africains prennent donc le contrôle, mais un problème se pose. Ils n'ont jamais navigué avec ce genre de bateau. Et pourtant, ils réussissent à le manœuvrer seuls et à retourner en Afrique. Là, je vais faire des suppositions personnelles, mais je me dis qu'ils ont pu réaliser cet exploit parce que ça faisait que 5 jours qu'ils avaient quitté le continent et du coup, le ciel était peut-être similaire à celui qu'ils connaissaient déjà et donc ils ont pu se référer au positionnement des astres pour pouvoir rentrer chez eux. Après, ça n'explique pas comment ils ont réussi à manœuvrer l'engin. Peut-être qu'il y avait des navigateurs africains dans le groupe. Oui, parce que ça existait bien avant les invasions. Si tu veux d'ailleurs que je te fasse une vidéo là-dessus, dis-le moi en commentaire. Les Africains capturés rejoignent finalement la côte de l'actuelle Sierra Leone où ils abandonnent le bateau et le reste de l'équipage. Le capitaine sera finalement récupéré par d'autres esclavagistes et c'est lui qui racontera la révolte réussie des Africains. Il y a eu bien d'autres révoltes sur les bateaux. Si tu veux en découvrir plus, dis-le moi en commentaire, je pourrais refaire une vidéo. La semaine prochaine, je te présenterai des soulèvements qui ont cette fois eu lieu sur le continent américain. Et là non plus, on ne ment pas d'exemple. En attendant, on continue l'échange en commentaire. J'ai hâte de savoir quel récit de révolte t'a le plus marqué. À tout de suite.